je suis Marie-Henriette Benjica, donc j'ai un blog MH Louvre News. Et voilà, ma question est la suivante. Et je fais aussi partie d'Antenne Monde. Alors, ma question est la suivante. Vous avez dans votre programme programmé un budget des 190 milliards. C'est énorme. 194. Ouais. 194. Dans les 190 milliards. Ouais. Donc, c'est énorme. Sur 5 ans, c'est énorme. Alors qu'à l'heure actuelle, le budget est inférieur même au budget de la Belgique. Comment comptez-vous financer tout ce budget? Merci, Madame la journaliste. Au grand mot, grand remède. Notre pays traverse une crise profonde et mérite un plan de redressement. Nous avons connu, dans la Deuxième Guerre mondiale, la destruction de la France et de l'Europe en général. Il a fallu un plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Et tous ces pays se sont endettés pour la reconstruction. Pour enfin relancer les tissus économiques qui étaient délabrés, reconstruire l'Europe. Et moi, bien évidemment, dans mon projet, c'est que le Congo connaît une guerre depuis 20 ans. Le Congo est détruit. Nous devons avoir un plan ambitieux. Et pour cela, nous avons besoin d'augmenter notre budget. Ce n'est pas avec un budget de 4 milliards, comme aujourd'hui, ou de 8 milliards, que nous allons reconstruire le Congo. Le Congo a des potentialités. Le Congo regorge d'énormes richesses. Le Congo est une chance pour tous. C'est une réserve de matières premières. Que ce soit sous le plan de la faune, de la flore, du climat. Et bien évidemment, de sa population, qui est jeune, en moyenne 49 ans. Nous avons besoin de reconstruire ces pays. Et pour cela, nous devons avoir ces ambitions de voir très grand. Et moi, je suis de cela. Pour reconstruire le Congo, il nous faut un budget de plus de 200 milliards. Si je suis élu, les 5 premières années, ça sera un budget qui avoisine, puisque ce budget-là a été bien évidemment fait sur base du budget de 2015. Il sera revu avec mes experts. Vous pouvez aller à la page 194 ou 194. Vous allez voir comment nous avons réfléchi pour avoir des recettes afin de reconstruire les comptes. Le total général, pour la première année, nous avions cru que les élections allaient se passer en novembre 2016, et c'est pourquoi vous voyez les chiffres de 2017. Maintenant, il faut considérer 2018. Il y a des ressources internes du budget général, des ressources internes des budgets annexes et comptes spéciaux, ressources extérieures du budget général et le total des ressources budgétaires. Et enfin, nous avons prévu un emprunt que nous appelons un grand emprunt. Bien évidemment, nous sommes dans l'obligation d'emprunter chaque année 20 milliards pour reconstruire les coûts. Et sur 5 ans, nous aurons un emprunt de 100 milliards. Vous voyez le cas de la Grèce, on n'arrête pas d'injecter de l'argent.
Donc, nous sommes dans cette situation. Nous devons reconstruire les pays. Et nous avons besoin d'avoir un emprunt obligataire. Et cela nous amène à un total, donc pour la première année, 32 milliards, c'est-à-dire les recettes de l'État par rapport à la prévision de l'opposition, puisque nous avons considéré que l'opposition avait raison, puisqu'en plus, selon les experts des Nations Unies, le Congo perd en moyenne 5 milliards de dollars chaque année par la fraude, les détournements. Et si nous récupérons cet argent et nous ajoutons sur les recettes que le gouvernement prévoit, donc nous avons un total de 12 milliards. C'est pour la première année. Et on ajoutera les 20 milliards. Et bien évidemment, ça sera 32 milliards pour la première année. Deuxième année, nous avons prévu 36 milliards. C'est-à-dire qu'on va augmenter progressivement nos recettes jusqu'à 14 milliards et plus 20 milliards d'emprunts, et 2 milliards que nous allons récupérer dans la lutte contre la fraude et les détournements. Nous avons estimé 2 milliards de recettes et ça fera un total de 36 milliards. Et ainsi de suite, jusqu'à 2021, nous aurons 45 milliards. Ce qui manque au Congo, c'est la volonté politique et le courage politique pour reconstruire ces pays. Et nous avons ce courage. Et nous le ferons, je vous le promets. Merci. Merci bien, docteur. Alors, voilà, donc, moi, c'est Ali Miamongala, pour les amis de Witchy. Ma question, elle était la suivante. Est-ce qu'avez-vous un parti politique ou, je ne sais pas moi, faites-vous partie d'une coalition pour soutenir votre candidature? Et j'aimerais savoir si, en France, vous êtes depuis quelle année? Est-ce que vous avez une base solide au Congo? Parce que pour être élu président de la République au Congo, il ne suffit pas seulement de faire des discours ici à l'étranger. Il faut quand même sur place avoir une base solide pour soutenir votre candidature. Est-ce que vous pensez vraiment à ça? Est-ce que vous êtes vraiment bien implanté au Congo pour prétendre devenir président de la République du Congo? Okay. Merci beaucoup. Je suis de ceux-là qui croient à l'utopie. Je vous dis sincèrement que je suis candidat à l'élection présidentielle, pas présenté par un parti politique, mais j'appartiens, et par ma profession, à la société civile congolaise. Je suis de l'ordre des médecins du Congo et c'est à ce titre que je vais me présenter à l'élection présidentielle. J'ai lancé un mouvement depuis 2013. Nous fêtons le 30 juin le 4e anniversaire de ce mouvement que nous avons appelé la Fédération de républicains et démocrates congolais. Ce n'est pas un parti politique, c'est une association qui est reconnue en France, une association de la loi 1901. Et de par ma fondation, Dr Mopapa, je suis bien implanté au Congo. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent le croire. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, le Congo a besoin des hommes nouveaux, d'un renouvellement. Je ne suis pas un inconnu. Il a si bien dit. J'ai déjà fait mes preuves. Pour l'amour de ces pays, j'ai failli mourir à Kikwit. Et aujourd'hui, je suis prêt à aller défendre mon pays, mon projet. Car j'ai cette ambition. J'ai une vision ambitieuse pour dire non à tout ce qui se passe au Congo. Non seulement dire non, mais apporter ma modeste contribution par ces projets très ambitieux que vous avez entre vous. Donc, l'implantation au Congo est réelle. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de discours. Qu'on nous permette simplement de sillonner les pays avec un beau discours que nous avons. Ces projets, nous allons les défendre
et nous allons créer une grande surprise. Ça, je vous le dis. Et je vous le confirme. Merci. Ok. Oui, vous avez la parole. Oui, j'ai réussi. Moi, c'est Dacia Ribeiro, je suis correspondant de Vox Africa à Bruxelles et je suis aussi administrateur de Presse Club. Donc, et à ce titre, je vous souhaite bienvenue, évidemment. Merci. Ma question va c'est la suite de la question de mon collègue d'avant. En fait, évidemment, une élection présidentielle, c'est un homme et un peuple. Mais même si vous venez de la société civile, vous avez besoin d'une machine politique. En fait, peut-être c'est mon ignorance, j'apprécie évidemment votre audace quand vous parlez de l'utopie, car seule l'utopie est réaliste. Donc, je vous encourage évidemment, mais la question c'est, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps aussi, est-ce que cette utopie, vous pensez dans combien de temps il vous faut pour que vous transformez, je dirais, en politicien? Parce que même si vous parlez d'un homme nouveau, mais malgré tout, quand on est candidat aux élections présidentielles, ça veut dire qu'on a décidé de porter la casquette unique de politicien. Donc comment vous pensez, si vous voulez, hisser à ce niveau de politicien? Je ne porte pas de préjugés sur le politicien quelconque. Hein. Voilà. Mais être président de la République, ça veut dire président à 100% en fait. Hein. Politicien plutôt à 100%. À partir de maintenant, vous êtes politicien, rien que politicien. Évidemment, c'est impossible d'oublier son passé, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ok. Merci, messieurs les journalistes. J'ai un contrat à durée indéterminée à Paris, en tant que médecin urgentiste du SAMU de France. Mais je suis prêt à me mettre en disponibilité pour servir mon pays. Deuxième volet de votre question, je vous dis sincèrement que je suis en relation avec beaucoup de partis politiques au Congo. Et il y a une plateforme que nous avons créée, les Congolais de France et du pays, qui s'appelle le mouvement du 20 décembre pour la renaissance du Grand Congo. Ces mouvements renferment de partis politiques, des ONG et la société civile. Ça sera ma machine électrique. Et beaucoup de gens seront surpris. Je vous remercie. Ok. Oui, bonjour Fabien Bouswalik, Télé Tchangou. Quand vous avez parlé de la corruption, déjà au niveau des chiffres, il me semble bien qu'il y a un problème. Parce que selon celui qui est même chargé de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, Luzolo Bambi parle de 15 milliards de dollars qui se volatilisent chaque année. Vous nous parlez de 5 milliards. Cela veut dire tout simplement, vous auriez dû, selon vos chiffres, récupérer au moins 75 milliards au bout de 5 ans au lieu de 25, selon votre calcul. Et en suivant également vos chiffres, quand vous parlez de comment vous financez, déjà vous n'avez pas été clair, moi je préfère être sincère avec vous, comment financer votre programme, vous nous dites que vous aurez un emprunt obligataire de 20 milliards par an. Cela nous mène à 100 milliards sur 5 ans, ce qui est au-delà même, plus de la moitié du budget que vous comptez allouer pour les 5 ans de votre présidence. En bref, votre budget sera alimenté par l'aide extérieure. Je veux bien que vous puissiez croire à l'utopie, mais il y a eu Laurent Désiré Kabila à un certain moment qui est venu ici en Belgique, qui a réuni du monde, qui se retrouvait avec 80 millions de dollars. Voilà, comment comptez-vous organiser un pays en comptant sur l'aide extérieure? Ça, c'est la première question. Deuxième question, je vous ai entendu presque en louange par rapport à la Belgique. On ne vous a pas entendu par rapport à d'autres partenaires.
Alors qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la République démocratique du Congo, la Belgique c'est devenu presque un sous-traitant ou une sous-traitante. On la consulte, mais elle ne joue pas le rôle de leadership en termes de partenariat avec la République démocratique du Congo. Que faites-vous des autres partenaires et que finalement, quelle est la place que vous comptez donner à la Belgique? Je sens peut-être, avec laquelle vous parlez avec un brin nostalgique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Koussonika. Vous m'avez posé des questions pertinentes. Je vous ai dit que d'après, selon les experts de l'ONU, ça c'est les chiffres qui a été publié. Mais les chiffres des 15 milliards de fraude relevés par le Congo. Bien sûr, si vous avez une bonne documentation, je serai prêt à venir chercher cela, puisque je cherche justement une documentation là-dessus. Donc, après cette conférence, vous aurez l'amabilité de m'apporter ces éléments, puisque je fais cela, mon projet de lutte. Et si vous avez beaucoup d'éléments, je suis prenant et je vous encourage et je vous remercie. Vous savez très bien en matière de fraude et de détournement, nous n'avons pas de chiffres réels. Alors, il serait difficile de contredire les chiffres que nous avons puisque c'est documenté et publié. Est-ce que les 15 milliards sont publiés et dans quelle revue? J'aurais besoin de ça. Merci. Deuxième, par rapport à la Belgique. Bien que vous dites que c'est un sous-traitant, pour nous, la Belgique reste un ami. Reste un pays pour lequel nous sommes liés par un destin commun et les intérêts communs. Partout où je suis passé, puisque c'est la première fois que je viens en Belgique, mais je suis passé dans beaucoup de pays. Ils m'ont recommandé de venir en Belgique et c'était mon projet. Je ne pouvais pas aller au Congo sans passer par ici. La Belgique est considérée en Europe comme l'autorité morale de notre pays et comme la France l'est avec le pays colonisé par la France. Ça, c'est une réalité. Troisièmement, vous avez dit par rapport à ces budgets, nous comptons avoir 100 milliards sur les 5 ans. Et que le Congo va disposer de 194 milliards. Je vous dis sincèrement que c'est réalisable. Pourquoi c'est réalisable? Puisque nous allons remettre le Congolais au travail. Et le Congo des années 60 était florissant. Premier producteur en cuivre, cobalt, manganèse, pour ne citer que ces produits. L'agriculture, nous avions l'agro-industriel. Si nous lançons, nous investissons 20 milliards en 5 ans, nous aurons plus que ça. Parce que nous allons lutter contre le chômage de masse. Aujourd'hui, tous les jeunes, c'est un pays jeune, avec 49% de moyenne d'âge. Nous sommes capables de les faire. Et nous savons ici pour les entrepreneurs, il suffit de contracter un emprunt d'1 million. Vous descendez au Congo, en 5 ans, vous devenez millionnaire. Et ça, c'est une réalité. Et vous n'allez pas me contredire. Je connais certains qui ont investi au Congo 20 millions et qui sont devenus aujourd'hui milliardaires. Je ne vais pas citer les noms. Voilà. Donc, c'est possible, monsieur Koussonika. Je vous remercie. Madame. Oui, madame. Oui, c'est Hilda Odia, c'est Sétili Kinshasa. Monsieur Duna Moupapa, croyez-vous à la tenue des élections cette année en République démocratique du Congo alors qu'il
ne reste que 6 mois, d'après l'accord signé le 31 décembre de l'année dernière. Et au cas où il n'y a pas d'élection, quels sont les moyens de pression que vous avez pour mettre la pression à la CENI qui n'arrive toujours pas à boucler avec l'enrôlement des électeurs? Et la dernière question, c'est de savoir si vous comptez faire alliance avec d'autres partis politiques pour organiser. Merci. Ok. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je l'ai dit, pour commencer par la dernière question, oui, je suis en relation avec plusieurs partis politiques. Il y en a au moins 400. Mais je vous jure qu'au moins plus de la moitié m'a déjà sollicité. Ça, c'est possible. 200. 200. 200. C'est possible, je vous dis. Ça, c'est... Il y a plusieurs partis qui sont au courant de ma candidature. Et par intermédiaire de certaines personnes, ils m'ont contacté pour ça. Mais je ne dis pas que je confirme à 100% de leur soutien. Ça, c'est autre chose. Mais je vous dis, j'ai été contacté. Il faut prendre ça comme ça. Un simple contact ou Des simples simples contacts, bien sûr. Le contact est là. Et bien évidemment, on va conclure cela par une alliance. Voilà. Et il y a beaucoup des sociétés, des associations qui m'ont contacté, bien sûr, pour me booster ou pour constituer mon soutien. Et ça aussi, c'est sûr que je me présente comme un candidat indépendant. Et le moment venu, quand nous descendrons sur le terrain, il y aura des alliances qui vont se former. Et ça, j'en suis sûr, c'est pourquoi j'ai dans mon équipe des gens qui sont attitrés et qui sont chargés de prendre des contacts avec les différents partis politiques. Ok. Voilà. Deuxièmement, à propos des élections, je vous dis sincèrement que le Congo connaît un blocage. Un blocage du processus démocratique. Ce processus démocratique a été obtenu par le prix du sang et des coûts des milliards, des soutiens, que ce soit de la République démocratique du Congo que de nos partenaires. Aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Cette impasse est voulue et entretenue par le pouvoir en place. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité. Je n'utilise jamais ce terme de majorité présidentielle. Ça n'existait pas, car il n'y a pas eu d'élection. Le pouvoir bloque le processus démocratique et bloque volontairement, car ils ont violé la Constitution. Il y a eu un coup d'État constitutionnel le 20 décembre. Et les Congolais doivent se lever comme un seul homme pour lutter. Nous allons continuer cette lutte jusqu'à l'organisation des élections. Et s'il n'y a pas d'élection, puisque là, monsieur le président Kabila a eu un forfait, une prolongation qui n'avait pas de raison d'être d'une année par les accords, les dites de Saint-Sylvestre. Mais qu'est-ce que nous devons faire d'ici 31 décembre? Puisque les Congolais n'étaient pas partie prenante de ces accords. Cette personne n'a été désignée par la population pour les représenter. Ils ont pris des politiques, des partis politiques qui sont censés représenter une opinion. Et ces partis politiques ont accordé une prolongation d'une année au pouvoir actuel. Or, vous savez très bien
que toutes les institutions aujourd'hui sont illégitimes et illégales. Et pour cela, les Congolais doivent se tenir vent debout pour obtenir les élections. Mais cet enrôlement est freiné. Les échos que nous avons de Kinshasa, ils enrôlent par jour 100 ou 200 personnes. Et dites-moi, avec des machines qui tombent en panne à tout le temps, les gens font des files, ils fouillent les travails, ils arrivent là-bas, ils font la queue, jusqu'à la fin de la journée, ils n'ont pris que 50 personnes. Pour une population estimée à 12 millions d'habitants. L'électorat va représenter environ 4 millions. Dites-moi quand est-ce qu'ils vont finir cet enrôlement. Or, vous savez très bien dans le pays démocratique, l'enrôlement s'est fait du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours. Pourquoi attendre le mois de juillet 2016 pour commencer l'enrôlement? Or, nous avions un Premier ministre qui était là. Nous avions un gouvernement. Pourquoi ils ont attendu si longtemps? Donc ça, nous savons très bien. Ce sont des subterfuges. Ce sont des stratagèmes de ces pouvoirs. Et jamais nous les laisserons encore prolonger d'une année. Car un quinquennat n'est pas un septennat. Les Congolais vont se prendre en charge. Oui, madame, nous allons nous prendre en charge. Et je vous le dis. Merci. Ok. Roger Bonos, Presse TV, Agence africaine de formation et Afrique d'Action. Ma question se situe uniquement sur le volet économique. Alors, vous avez évoqué le plan Marshall. Alors, quand on parle de plan Marshall, les oreilles sifflent. Pourquoi? Parce que l'Europe prenne encore ce boulet de plan Marshall de 1945 pour reconstruire cette Europe financée par les Américains. Aujourd'hui, même, on voit avec le siège de Stuttgart de l'armée américaine qui impose en fait son dictat. Alors ça, c'est un petit détail. Alors, vous avez parlé de ce plan Marshall où vous allez trouver des partenaires pour pouvoir, bien entendu, mettre en place ce plan Marshall qui va, bien entendu, mettre encore le Congo dans un état lamentable. Deuxième question se situe sur la richesse de la RDC que vous avez évoquée. Alors quand on parle de la richesse de la RDC, on peut dire potentiellement la richesse de la RDC parce que en réalité, c'est volatile, on ne le sent pas cette richesse de la RDC. On peut parler des richesses que vous avez évoquées, mais en réalité, c'est confisqué par un conglomérat de multinationales, de prédateurs qui s'occupent de cela avec des contrats signés l'an. Comment vous allez faire avec ces contrats-là? Révisiter ces contrats, revoir ces contrats avec ces multinationales qui sont extrêmement puissantes. Comment allez-vous faire? Il faudra m'expliquer. La troisième question, on terminera par ça. Vous avez parlé de l'agriculture. Bien sûr, on voit des terres arabes en RDC. Mais vous savez, il y a un rapport de Global Witness qui dit clairement 45% de ces terres vendues chez les Chinois et comment vous allez récupérer ces terres arabes vendues à l'étranger. Merci. Oui, je remercie M. Bougos, que je connais bien. Voilà, donc, vous devez savoir que nous avons prévu dans notre livre, il faut parcourir les livres, vous allez voir que nous avons prévu des réformes très ambitieuses. Et je vous jure que c'est vrai, que ce que vous avez cité, vous avez dit, est en partie vrai. Mais cela ne veut pas dire que le Congo, bien géré, ne pourra jamais décoller. Moi, je ne suis pas de ce genre de pessimisme. Moi, je suis un optimiste. Et je pense qu'avec la part du Congo, la part que le Congo a, si nous remettons les Congolais au travail et au centre de nos préoccupations, ce peuple ne demande rien d'autre que de travailler. Les multinationales sont partout, en Europe, en Belgique, partout, en France. Ils sont là. Elles sont là. Mais ça n'empêche pas aux Occidentaux de boucler leur budget. Ça n'empêche pas
à ces peuples, à ces pays de se développer. Je vais revenir pour vous dire comment le président Lula a développé le Brésil. Pouvez-vous me répondre? Absolument, je connais bien cette histoire du Ouais. Brésil. Aujourd'hui aussi, il y Comment a un il problème économique. Puisqu'ils ont le même problème. Pardon, je connais bien C'est ces un principes pays, du oui. Brésil. On peut me discuter, mais on ne peut pas la faire l'échange parce que c'est une conférence des presse. Peut-être on le fera après. Mais en réalité, je détiens le dossier du Lula, le Brésil, comment ils ont développé, bien entendu, leur politique. Ce sont des exemples là-dessus. Donc c'est pourquoi je vous dis, c'est pas impossible. C'est pas mission impossible. Donc c'est possible. Si les autres peuples l'ont fait, ils sont capables de le faire. Donc moi, je voudrais revenir sur les soutiens, parce que les messieurs avant moi, ils avaient évoqué là, des soutiens internes. Moi, je vais me diriger, je vais revenir sur le soutien externe. Et vous aviez bien fait, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de la Belgique en tant qu'ancien colonisateur, etc. Donc, c'est toujours intéressant parce qu'il n'y a pas mieux que la Belgique qui va connaître le Congo, l'aider, les populations, etc. Et donc, pour moi, tout à fait bien, une bonne approche, stratégique même au niveau du continent européen, ou plutôt l'Union européenne, parce qu'à travers la France et la Belgique, comme interface ou bien sous-traitant, vous pourriez avoir le soutien là de l'Europe. Donc, mais c'est-à-dire comment vous allez procéder pour arriver à établir un certain équilibre par rapport aux autres puissances. Parce qu'il y a les USA, il y a la Chine, il y a l'URSS, etc. Mais comment vous allez essayer de joindre l'utile à l'agréable pour essayer de convaincre toutes ces puissances pour venir justement participer au développement, je veux dire, ambitieux de ce pays. Tout le monde sait que le Congo est un sous-continent. Il constitue vraiment le ventre de l'Afrique. Et même Frantz Fanon disait que c'est l'Afrique qu'il avait comparé à un pistolet et le Congo à la gâchette. Donc comment vous allez procéder justement pour essayer de convaincre toutes ces puissances et travailler de concert avec le... Merci, chers compatriotes journalistes marocains. Je suis très ravi que vous soyez là. Le Maroc est un ami du Congo. Je vais vous dire une chose, que le roi Mohamed VI est en train de faire des merveilles en Afrique. Le Maroc est en train d'investir dans toute l'Afrique. Ils ont un projet ambitieux. Et c'est un jeune comme moi. Donc il y a des exemples. Si lui arrive à le faire, c'est pas facile, je sais. Mais il arrive à le faire. Nous savons que c'est pas facile. Mais aujourd'hui, l'Europe a laissé la Chine prendre presque toute l'Afrique en prétextant que ce sont des pays de la zone rouge et tout ça, il ne faut pas investir, il ne faut pas faire ceci, cela. Mais nous sommes là justement pour lutter contre cela, contre l'isolement de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent d'avenir. Et quand on parle de l'Afrique, on voit le Congo, comme vous avez évoqué Frantz Fanon. C'est vrai qu'il a dit que le développement de l'Afrique passera par le développement du Congo, en comparant justement l'Afrique à un revolver. Nous savons très bien, pour que vous puissiez tirer avec une arme, l'utiliser, il faudra appuyer sur la gâchette. Tant que les Africains ne vont pas se liguer pour sauver le Congo, il n'y aura pas de décollement, il n'y aura pas de développement de l'Afrique. Donc, soyez notre porte-parole auprès du roi pour lui dire qu'effectivement, il y a des Congolais ambitieux et courageux qui veulent créer un autre Congo. Et c'est Congo que nous avons tous rêvé pour les créer, pour travailler pour que ça devienne plus beau qu'avant. Et nous sommes là pour ça. Donc, il y aura certes des difficultés, mais c'est possible de contourner ça. Il nous manque la volonté politique et le courage politique. Nous avons ce courage. La jeunesse d'aujourd'hui a ce courage. J'ai évoqué ici
que le contexte actuel est très différent du contexte il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, il ne faut pas donner toujours tort à la communauté internationale. C'est d'abord notre faute à nous. Organisons-nous d'abord. Et ils viendront investir chez nous. L'Afrique, c'est un continent d'avenir. Et le Congo aussi, c'est un pays d'avenir. Merci. Bien, chers amis. Une petite question. Il y a des bruits de vote en Angola avec le fils de... À la frontière, on parle des syndicats locaux. Vous êtes dans un schéma d'élection. Et si il n'y a pas d'élection, il y a beaucoup qui ont entendu des élections, certains sont morts, certains sont dans les starting blocks. Et donc, si jamais il n'y a pas d'élection, celui-là, vous aviez dit que les pays étaient en guerre. Comment organiser des élections dans un pays, je dirais, presque occupé? Comment? Quel serait votre schéma en dehors du schéma des élections? Merci beaucoup pour la question, c'est une question pertinente. Je suis conscient de ces blocages. Je vous ai dit qu'il y a un blocage et que les Congolais sont les seuls à prendre le courage en main. Ils l'ont déjà démontré. En 2015, ils sont descendus dans la rue pour braver cette interdiction et cette prolongation des mandats. Mais je vous ai dit, malgré cela, on a multiplié des stratagèmes, des subterfuges pour obtenir une prolongation, malgré le refus du peuple congolais. Voilà. Maintenant, la question est de savoir. En Angola, il y a des bruits de vote, c'est vrai. Mais l'Angola est cité parmi les pays qui ont participé à la destruction du Congo, dans le rapport Mambé, qui est sorti dernièrement, il n'y a pas longtemps, en France. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces pays voisins, amis? Si ce n'est qu'une solution comme une jeune fille très belle, ou dans les quartiers, ce sont des gangsters qui vont se l'approprier. Et pourquoi les solutions doivent venir toujours d'ailleurs? Est-ce que vous pensez que si l'Angola aide, c'est pas quelqu'un que vous avez cité le nom, est-ce que ce monsieur sera démocrate? Est-ce qu'il a un projet pour le Congo? Combien de fois on a chassé des Congolais de l'Angola avec beaucoup de morts? Et tout d'un coup, comme ça, on se réveille, on dit bien sûr qu'on va sauver le Congo. Vraiment. Donc, ça demande beaucoup de réflexion. Vous êtes journaliste, vous devez réfléchir. Donc, c'est à nous de trouver une solution durable. C'est au Congolais. Bien sûr que nous avons besoin de tous les pays africains, de tous les pays voisins. Nous n'avons pas de problème avec l'Angola. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Mais on a des problèmes avec des individus. Et vous dites que le pays est occupé, c'est une réalité. Le Congo, comme pays, sera toujours un pays ami par rapport à tous ces pays voisins. Les hommes passent, les structures restent et les pays restent. Nous avons connu ça ici en Europe, entre la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, ce sont les moteurs du développement de l'Europe. Voilà. Ok. Moi, j'aimerais seulement savoir si vous avez déjà rempli toutes les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'est juste ça. Merci madame. Je suis content que vous soyez là. Voilà, donc c'est une question pertinente. Je vous dis sincèrement que je connais la constitution congolaise. Il n'y a aucune entrave. Je suis congolais, je ne suis pas naturalisé français et j'ai tous les droits de me présenter à l'élection présidentielle. Donc vous n'êtes pas encore candidat? Je suis candidat déclaré. Et aujourd'hui, il n'y a aucun candidat confirmé puisque nous n'avons pas encore déposé les dossiers. Mais mon dossier sera retenu puisque comme vous, je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo et je suis en France depuis
19 ans. Et je connais le Congo, j'ai travaillé à l'université de Kinshasa et aux cliniques universitaires, donc je ne suis pas un nouveau ou un inconnu. J'ai rempli tous les critères d'éligibilité. Merci. Ok, oui. Renaissance du Grand Congo. Oui. Je pense qu'on a besoin des gens nouveaux comme ça, qui donnent une ambition, ambitieux pour l'Afrique. Et vraiment, je vous encourage dans ce sens-là. Merci. La question, c'est de savoir, en matière de politique étrangère du Congo, qu'est-ce que vous serez prêt à faire demain? On connaît les relations tumultueuses qu'il y a souvent eu entre le Congo et ses pays voisins, le Rwanda entre autres, même si vous dites qu'il y a une normalisation. Que serez-vous prêt à faire demain pour normaliser, pour pacifier un peu ces relations avec ces pays voisins, pour que la paix revienne, pour partager aussi toute une série de ressources naturelles ensemble, pour développer des projets de développement ensemble? Que serez-vous prêt à faire demain vis-à-vis de ces situations? Je vous dis sincèrement, chers journalistes, que tout est possible avec la volonté politique. Moi, dans mon projet, je l'ai dit, que je vais avoir un programme, et dans mon programme, j'ai parlé du développement régional. Nous allons avoir tout un projet. Il faut lire les livres. Vous allez bien comprendre cela. Prenez le temps de lire. Vous allez comprendre que c'est une grande réflexion. Aucun point n'a été laissé de côté. Donc ces pays, je viens de vous dire que ce sont des pays amis et des pays voisins. Nous partageons les mêmes frontières, les mêmes peuples. Nous n'avons pas droit à l'échec. Aujourd'hui, cette politique-là a été dictée. Mais demain, si nous nous asseyons autour d'une table, nous allons trouver un compromis politique. Et nous allons travailler ensemble pour le développement de la sous-région et pour le développement de l'Afrique. Je vous remercie. Beaucoup MPB TV. Moi, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous pousse à mettre comme priorité les élections dans la situation actuelle du Congo? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre comme priorité aller aux élections? Et puis dans quelles conditions Docteur Donam Papa va dire que je vais boycotter, je ne vais pas aller aux élections? Dans quelles conditions? Personnellement, je suis un démocrate républicain. En tant que démocrate républicain, je défends la République. Je défends les valeurs républicaines. Et il serait resté dans ces cadres. Nous avons tous cru au processus démocratique qui a commencé dans notre pays par les référendums de 2005. Et nous avons cru à l'alternance du pouvoir, comme vous. J'ai cru aussi à cela. C'est pourquoi j'ai posé ma candidature pour proposer autre chose, gouverner le Congo autrement. J'ai milité au sein d'un grand parti politique que je ne vais pas citer, puisque aujourd'hui, il y a des querelles internes et j'ai quitté ces partis puisqu'on n'avançait pas et on n'avait aucune solution. Et c'est pourquoi je vous dis sincèrement que si le processus démocratique n'était pas bloqué par le pouvoir en place et que les élections s'étaient tenues comme ça a été en 2006, bien sûr qu'il y a eu un peu de fraude, mais ce n'était pas une fraude massive comme en 2011. Si ce n'était pas les mêmes personnes qui sont juges et partis, nous pouvions compter avec le peuple congolais. Car tous ceux qui se sont présentés comme des candidats indépendants ont été élus, même sans avoir fait la propagande. Donc ce peuple est éveillé. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Mais il faudra justement revenir auprès du peuple, qui est le souverain primaire, pour qu'on ne puisse pas lui ravir son droit. C'est un droit. Donc c'est pourquoi, moi, je ne suis pas un rêveur. Je pense qu'il manque des leaders sincères
vous proposez autre chose à ces peuples. Et nous sommes là, cette fois-ci, pour représenter ces peuples qui a été muselé jusqu'aujourd'hui. Avec une répression dans le sang. De façon infinie. Et on arrivera à trouver une solution ensemble. Voilà, merci. Oui, bonjour, c'est le pasteur Emmanuel. Je ne suis pas journaliste, mais je suis congolais qui aime mon pays, le Congo. Mais j'ai une question à vous poser, à savoir, vous savez bien que l'élection est à un tour. Et ici, nous sommes en Belgique, on dit l'union fait la force. Point d'interrogation, monsieur le docteur. Merci. C'est vrai qu'il y a une élection en un seul tour. Il faudra prendre les meilleurs pour gagner. Et c'est au peuple congolais de trouver les meilleurs cheval. Merci. Bon, nous remercions beaucoup, docteur Papa, d'avoir accepté de venir animer cette conférence de presse. Notre aîné Ambawachi n'a pas voulu poser de questions parce que vous avez d'abord lu le livre, sûrement qu'il vous recherchera pour poser une question. Et donc, chers amis de la presse, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir ce jour au Presse Club. Et sur ce, donc, la séance est levée. Merci. Félicitations.